Est-ce que vous vous demandez quelquefois quelles sont les planètes de notre système solaire ou les objets célestes? Quelques personnes vont dire oui, je sais qu'est-ce que c'est, je les ai vus souvent. Par contre, prenons un instant aujourd'hui pour regarder les photos que la NASA a pour nous, ainsi que certaines photos que le télescope Hubble, le télescope James Webb a à nous présenter. Vous allez voir, on va passer sur chacune des planètes, la, la, la ceinture d'astéroïdes, voilà, ainsi que la ceinture de Kuiper par après. S'il y a des personnes qui ont des questions tout au long de ce segment, n'hésitez pas de mettre vos questions de clarification dans la section clavardage. Je suis ici pour, bien sûr, répondre à vos questions et ça me fait toujours plaisir de regarder les commentaires que vous avez par rapport à l'astronomie. Alors, voyons voir si nous pouvons commencer notre aventure dans le système solaire. Donc, première chose à considérer. Donc, notre système solaire, dans son centre, il y a notre étoile qui est le Soleil. Donc ça, c'est la première chose. Le Soleil, avec sa gravité, permet d'avoir des planètes qui sont en orbite autour de celle-ci. Maintenant, c'est un dessin qui n'est pas à l'échelle, mais ça va nous aider à savoir le processus pour voir chacune de ceux-ci. Alors, voyons voir la première petite planète. La première planète, c'est la plus petite planète de notre système solaire et c'est Mercure. Maintenant, les mots sont en anglais parce que à la NASA, on publie des choses en anglais, mais vous allez voir, c'est fantastique tout de même. Donc, nous avons ici un exemple de notre planète Mercure. On peut voir que c'est une planète qui n'a pas d'atmosphère. L'idée ici, c'est que Mercure est tellement près du Soleil et qu'il y a toujours le vent solaire qui quitte le Soleil, que l'atmosphère qui aurait peut-être existé sur Mercure a été poussée dans l'espace. C'est comme si, par exemple, on prenait, je ne sais pas, une assiette avec de la crème fouettée, on prenait un séchoir à cheveux, toute la crème fouettée finirait par partir parce que le vent solaire a poussé. Par contre, ici, on peut voir, donc ce n'est pas les couleurs qui sont les couleurs de Mercure, mais ici, ça nous montre qu'il y a une variété de chimie, de géochimie à la surface et on peut voir les cratères qui sont ici. Maintenant, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, lorsqu'il y a un astéroïde qui touche, ça fait des cratères qui sont fantastiques. On a des éjectats qui finissent par tomber par terre. On peut voir que ça fait quand même de très grandes surfaces quand même. Voyons voir si on peut trouver d'autres photos intéressantes. Ça ici, c'est une photo qui nous montre, donc ça vient de Scientific Visualization Studio, ça c'est Mercure qui passe devant le Soleil. Donc, on a eu une éclipse solaire il y a quelques semaines ici. La Lune est passée entre nous, la Terre et le Soleil. Ça, c'est Mercure, la plus petite planète. Je ne sais pas s'il y a une autre photo qui peut nous montrer. Voilà. Regardez cette petite planète Mercure, très, très petite, mais qui a quand même sa place ici. Ça, c'est notre Soleil. On peut voir, il y a des taches solaires de chaque côté. Donc, c'est intéressant de voir. Donc, ici, on a vu, c'est une photo qui est un composé de petites photos qui montrent la transition de Mercure devant notre Soleil. Alors, notre petite planète, c'est fantastique. Je faisais un peu de recherche et ici, on peut voir qu'il y a quelques années, on regardait quelques impacts. Donc, on peut voir ici, nous avons un astéroïde ici. Je pense que c'était une vingtaine de kilomètres de diamètre. Voyons voir. 23 kilomètres, tiens. On a eu un astéroïde avec un impact de... Est-ce qu'on peut mettre ça plus gros? Voilà. Ici, notre cratère, 23 kilomètres. Et on peut voir ici qu'il y a notre cratère qui est principal. Mais regardez la quantité d'éjectats qui a été renvoyée à l'extérieur de la planète et qui a fini par retomber. Toute beauté comme information. Ça ici, ça peut nous donner des informations sur, quelquefois, visuellement, de l'espace. Quelle est la composition, soit de la croûte terrestre ou de la stabilité de celle-ci. Fantastique photo ici. Donc ça, c'est notre première planète qui s'appelle, bien sûr, Mercure. Si on va à la prochaine est, voyons voir où nous sommes, nous avons Vénus. Donc Vénus est un peu notre planète sœur. Vénus est ici. Vénus a une croûte terrestre qui semble ne pas être très, très
solide. Donc, nous, ici, je suis au Canada, donc c'est le bouclier canadien. C'est une surface très, très dure, mais il semble qu'il y ait beaucoup de volcanisme sur Mercure, sur Vénus ici. Donc, on peut voir ici, alors ce n'est pas uniforme comme planète, il y a ici un manteau, d'après ce que l'on peut voir, et il y a beaucoup de recherches sur les volcans et le volcanisme sur Vénus. Donc ça, c'est fantastique. J'ai trouvé cette photo qui est fantastique, qui est ici une transition de Vénus entre nous et le Soleil. Donc, on peut voir ici que Vénus est plus près de nous, et bien sûr, est une planète plus grande, et on peut voir qu'elle couvre une partie du Soleil ici. Regardez, c'est fantastique. Une image ici où on a Vénus. Et ça vient d'un site de la NASA, bien sûr, et ça, c'est en 2014. Donc voilà une autre image du Soleil où on peut voir beaucoup d'activités ici. Nous avons notre planète qui est Vénus ici. Très bien, voyons voir s'il n'y a pas autre chose qu'on peut dire. Donc sur Vénus, on sait qu'il y a du volcanisme. Et puis qu'est-ce qui arrive, c'est que d'après moi, le volcanisme a contribué à cette idée que l'atmosphère de Vénus est est beaucoup d'acide, donc acide sulfurique, dioxyde de carbone qui contient beaucoup la chaleur. Donc, on a une planète qui est très, très chaude en tout temps. Très difficile pour nous pour y aller à cause de la chaleur, mais aussi, bien sûr, à cause de l'atmosphère. À cause de la chaleur de l'atmosphère, lorsqu'on envoie un engin, ceux-ci, à l'intérieur de quelques heures, finissent par être désintégrés. Alors, les composantes électroniques ou autres parties finissent par se défaire et donc c'est très difficile d'avoir des informations ici. Donc, l'atmosphère existe, mais ce n'est pas bon pour la vie comme nous avons ici sur notre planète Terre. Voyons voir ici, donc ça c'est une autre étude de Jet Propulsion Lab. On peut voir ici qu'il y a des volcanismes, mais il semble que il y a la lave qui s'étend beaucoup. Il y avait une photo, je pense, c'est ici, ou la deuxième. Est-ce qu'on peut voir la caldeira? Non. Donc, on peut voir ici, c'est une photo composite. Ah, c'est peut-être la suivante. Voilà. S'il y a ici un volcan, ici, qui peut se voir, le fait qu'il y a de la lave qui va quitter la croûte, donc sous la croûte, la lave va sortir et selon nos connaissances ici, c'est comme si une partie de la croûte terrestre, de la croûte de Vénus s'est affaissée, créant ici ces patrons ici circulaires dus à ce volcanisme. Et puisque nous ne pouvons pas y aller sur la surface pour vérifier, on étudie ceci indirectement à partir de l'espace avec des satellites qui sont en orbite autour de Vénus ou des sondes qui passent à proximité de cette planète. Donc, c'est intéressant comme information que nous avons. Donc, bien sûr, on arrive maintenant à notre troisième planète. Et la troisième planète est laquelle? Vous la savez bien sûr. Nous avons notre petite planète ici, qui est la planète Terre, sur laquelle on a nos continents, où les humains vivent bien sûr en grand nombre, et on a tous ces océans. C'est ce qui fait les caractéristiques de notre planète. Nous avons ici de l'eau dans les trois phases. Ici, il y a le gaz dans l'atmosphère, de l'eau dans les océans, lacs et rivières, ainsi que le côté solide de la glace avec la cryosphère. Voyons voir. Voyons voir si on peut trouver quelques autres idées intéressantes. Donc, j'aime bien cette photo ici. On peut voir, nous avons envoyé une sonde dans l'espace et on avait une caméra à l'arrière de cette sonde et on a pris ici cette photo de la Terre qui est une sphère ici et on a la Lune qui est comme cela. Donc, on peut voir ici que le Soleil nous vient de la droite ici, projette le Soleil ici sur la Terre et sur la Lune ici. Fantastique photo. Voyons voir si j'ai autre chose qui peut être intéressant. Puisque notre planète va faire une orbite fait une rotation sur elle-même. Donc ça ici, ça vient de Earth Observatory, ou l'Observatoire de la Terre, tient avec NASA. Donc ici, on peut voir ici l'Europe la nuit. Donc ici, on se retrouve avec, premièrement, le Soleil qui est de l'autre côté, et on peut voir ici l'effet des humains. On peut voir Paris, Londres, Amsterdam. On peut voir la quantité de lumière qui est nécessaire pour que, bien sûr, les humains puissent continuer à faire ce qu'ils aiment beaucoup. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et ici, on peut voir qu'il y a
Ça, c'est le haut de notre atmosphère. On peut voir ici, c'est une petite lueur. Et bien sûr, ici, nous avons des aurores qui sont vraiment boréales vers le nord ici, qui est fantastique. Donc, ça, c'est très bien. Voyons voir ici. Ça, c'est une autre vidéo que j'adore énormément. Je la montre toujours dans ma classe ici d'astronomie. On a envoyé une sonde pour aller étudier le Soleil et on a pris la caméra qui est derrière pour montrer la face cachée de la Lune. Donc ici, nous avons la planète Terre et on a la Lune qui passe entre nous, qui est la sonde, et la Terre. Et on a ici la Lune qui est en transition. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est la face cachée de la Lune. Donc, de la Terre, on a une nouvelle Lune où on ne la voit pas du tout, mais ici, on peut voir notre Lune du côté de la face cachée. Donc, s'il y a des personnes qui ont des conspirations à savoir qu'il y a de l'activité de l'autre côté, il y a très peu d'activité ici. Le pays qui fait beaucoup de recherches sur la face cachée est surtout la Chine, qui a envoyé des sondes et aussi des alunisseurs. La difficulté, si on envoie de l'équipement sur la face cachée, c'est que c'est une question de communication. Donc, la Chine, en mettant ici des appareils, doivent aussi avoir en orbite autour de la Lune des moyens de communication pour faire le relais entre l'information qui vient de la face cachée pour l'envoyer sur la Terre. Donc, je vais le remontrer. C'est une vidéo qui est fantastique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas parce que c'est la surface cachée de la Lune de l'autre côté. Donc, fantastique comment que c'est. Excellent. C'est bon. Donc, voyons voir quelle est la prochaine chose que je veux montrer. Donc, maintenant, on part de la Terre. Nous allons aller sur la 4e planète qui est Vénus. Donc, non, pas Vénus. Non, avant d'aller là. Ça, c'est une photo que j'ai trouvée intéressante. Regardez ça. Ça, ici, c'est notre Soleil. Et de la Terre, les télescopes, en regardant le Soleil, ont vu passer ici la Station spatiale internationale qui était en transit ici devant le Soleil. Donc ça ici, ça vient de l'Observatoire de la Terre, bien sûr, et ce sont des images qu'on n'a pas la chance de voir souvent. Donc ça, c'est une perspective de la Terre vers le Soleil. Donc ça a été pris en 2020 comme photo. Très bien. Donc, voyons voir la prochaine partie. Ah, voilà. Nous arrivons maintenant à la 4e planète qui est maintenant Mars. Donc, sur Mars, nous avons une planète qui nous donne toutes sortes de défis intéressants parce qu'ici, avec l'aide de la NASA, nous avons des photos intéressantes. Sur Mars, chose intéressante, c'est qu'il y a une petite atmosphère. Cette petite atmosphère permet de pouvoir donner espoir aux humains de pouvoir aller sur Mars et pouvoir faire l'extraction de certaines ressources, incluant l'oxygène, incluant le méthane, pour pouvoir aider pour envoyer des humains sur Mars ici. Donc, si on regarde, nous avons que Mars est 53% plus petite que la Terre. Et chose intéressante, voyons voir si j'ai quelques photos intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que les humains ont envoyé plusieurs petits engins pour explorer la surface. On veut explorer la surface pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'on veut voir, est-ce qu'il y a beaucoup de... On sait qu'il n'y a pas d'eau, mais est-ce qu'il y a des traces, des observations que l'on peut faire, des études de géochimie pour voir s'il y avait de l'eau et qu'est-ce qui se passait. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de roches sédimentaires, mais ceux-ci peuvent avoir été faits, bien sûr, avec le vent. Et c'est ce que nous étudions. Donc, bien sûr, Mars, nous l'appelons la planète rouge. Et une des raisons, c'est qu'il y a eu... On se dit que probablement qu'il y avait de l'oxygène dans l'atmosphère et que l'oxygène est entré en contact avec... Non, l'oxygène en contact avec le sol de la surface de la planète, il y a eu oxydation. On peut dire, par exemple, comme du fer qui rouille, qui devient rougeâtre et brunâtre, on a eu la même chose sur Mars. Donc, il y a une très, très grande quantité d'oxygène, mais celle-ci est prise à l'intérieur de molécules de différents composés, et c'est pour ça qu'il y a peu d'oxygène dans l'atmosphère, et on se dit qu'il y a eu ces réactions chimiques. Donc, c'est intéressant comme idée ici.
Donc, voici un autre exemple, une autre photo. Bien sûr, les humains ont envoyé plusieurs engins. Les États-Unis l'ont fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pays, incluant l'Inde, qui ont envoyé des sondes pour aller près de notre planète Mars et bien sûr faire des lectures. Les premières étapes, c'est bien sûr aller étudier avec des satellites en orbite autour de Mars. C'est ce qui coûte le moins cher. Éventuellement, on envoie des engins comme Curiosity. Il y a eu la petite hélicoptère Ingenuity qui se retire présentement. On a aussi, bien sûr, Elon Musk avec SpaceX qui se dit qu'il veut envoyer des humains sur Mars. Et bien sûr, celui-ci, c'est comme une mission. Son idée, c'est est-ce que cela arrivera? Il espère que ceci arrivera de son vivant. Sinon, c'est très important d'avoir un très grand but pour faire avancer les sciences. Donc ça, j'aime bien ce qui se fait de ce côté-là. Donc, après Mars, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la ceinture d'astéroïdes. Donc, la ceinture d'astéroïdes, on a le Soleil ici dans le centre. Nous avons nos 4 planètes telluriques. Et entre ici, oui, Mars, entre Mars ici et Jupiter, on a cette zone ici de roches, de métaux qui sont en orbite ici autour du Soleil. Donc, d'après ce que nous savons, puisqu'on a une variété de compositions de roches, c'est que cette ceinture d'astéroïdes aurait possiblement aurait pu être une protoplanète qui aurait mené à une planète. Mais à cause soit des différences qui sont gravitationnelles possiblement de cette protoplanète, ainsi que les effets gravitationnels de Jupiter, ainsi que l'emplacement entre les planètes telluriques et les planètes géantes gazeuses, cette planète n'a jamais, tous ces matériaux n'ont jamais fini par former une planète qui est restée sphérique. Donc, on a plein de matériaux intéressants. Par contre, chose intéressante, c'est qu'à l'intérieur de cette ceinture ici d'astéroïdes, il y a 2 astéroïdes qu'on a donné des noms. Donc, le premier, c'est Cérès et le deuxième, c'est Vesta. Donc, je vais en parler parce qu'il y a quelques raisons intéressantes ici. Lorsqu'on parle de Cérès, ce qui est intéressant, donc on appelle ça une planète naine. Elle est trop petite pour être appelée une planète, un peu comme Pluton, qui est comme Pluton, voilà, qui est trop petit pour être considéré comme une planète. Donc, Cérès ici, si on regarde, j'avais les infos ici et j'ai oublié. Voyons voir. J'avais en tête, voyons voir. Je n'ai pas notre Explore this section. Voyons voir si on peut trouver quelques faits intéressants. Moi, je voulais savoir le diamètre ici. Voyons voir, NMC potentiel. Alors ici, Cérès a ici un rayon de 476 km, donc un diamètre d'à peu près 900 km, qui est quand même raisonnable comme dimension. Donc si on retourne en haut ici, voilà. La raison pourquoi Cérès est sphérique, c'est qu'il y a assez de masse ici pour permettre à avoir, même s'il y a eu un regroupement de matière, si on peut voir tous ces cratères. Donc, il y a eu des impacts, il y a eu des éjectats, et éventuellement, avec la gravité, celle-ci est devenue une sphère. Donc, Cérès, c'est le plus gros objet céleste dans la ceinture d'astéroïdes. Le deuxième objet qui est intéressant, c'est Vesta. Donc ici, Vesta, ici, on peut voir, voyons voir si on peut trouver les dimensions. Donc, ce qui est intéressant avec Vesta, c'est qu'on a ici un diamètre de 500 km, mais puisque le diamètre est plus petit, il y a de la gravité, mais la gravité n'est pas assez grande pour que, avec les milliards d'années, ceci aurait formé une sphère. Par contre, on peut voir ici qu'il y a quand même des détails à la surface. Et donc, ça ici, c'est soit que c'était le début de quelque chose, soit qu'il y a eu des collisions. Mais quand même, on a un objet ici qui est de 500 km de diamètre, qui est en orbite, donc qui est en orbite ici presque opposé à Cérès, autour de notre Soleil. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, lorsqu'on parle
de notre ceinture d'astéroïdes, on se dit ce sont des petits morceaux, quelques kilomètres, mais on vient de parler qu'il y en a deux super grandes astéroïdes, Cérès, qui est à peu près 900 km de diamètre, et Vesta, à 500 km de diamètre, à peu près. Donc, c'est fantastique. Maintenant, lorsqu'on s'éloigne, voyons voir si je peux retrouver notre carte de tout à l'heure. Lorsqu'on s'éloigne ici de notre Soleil, on dépasse Mars, la ceinture d'astéroïdes est entre Mars et Jupiter. Donc, voyons voir la plus grosse planète de notre système solaire. Donc, Jupiter, immense planète, une planète gazeuse, bien sûr. Elle est reconnue avec cette tempête ici, cet œil rouge qui existe ici et qu'on voit depuis très longtemps. Malgré le fait que depuis quelques décennies, on remarque que la grosseur de cette tempête semble diminuer tranquillement. Je sais que dans le passé, il y avait une petite tempête il y a eu comme une collision entre deux tempêtes, et donc des choses se passent dans Jupiter. Voyons voir ici. Donc, il y a une photo peut-être intéressante ici avec l'échelle. Alors ici, on peut voir, ça c'est l'image qu'on a de Jupiter avec ici à l'équateur, un regroupement de niveaux. Donc lorsqu'on parle de notre planète Terre, on a les grands vents, les alizés près de l'équateur, et on a un peu moins d'activité en allant vers les pôles. On a ici notre tempête et il y a bien sûr beaucoup de mouvements. Ça, c'est considéré un peu comme c'est gazeux, donc beaucoup d'hélium et d'hydrogène ici. Si Jupiter avait été un petit peu plus grand, bon, un petit peu, beaucoup plus grande, il aurait été possible que Jupiter devienne une étoile, possiblement. Mais à cause que la masse était trop petite, ça cause une situation où on n'a pas de proto-étoile qui était possible ici. Alors ici, nous avons un rayon de 69 000 km, donc un diamètre d'à peu près, alors 140 000 km. Donc, c'est fantastique. Voyons voir s'il n'y a pas d'autre chose qu'on peut apprendre ici. Donc, si on regarde Hubble, donc, avec les télescopes spatiaux, on a Hubble qui nous a donné ici des photos d'amélioration. Donc, on peut voir qu'il y a amélioration sur les détails possibles ici. Donc, ça ici, ça vient de NASA Hubble Mission Team. C'est une photo ici qui vient d'un article de 2020. Mais on peut voir ici que les couleurs nous permettent de voir certaines choses. Ce sont des couleurs ajoutées. Parce que si on regarde, ça c'est la nouvelle photo qu'on a eue de 2022-2023. Et ça, c'est Jupiter maintenant. Regardez si c'est fantastique. Donc, on a mis moins de rouge ici. Ce sont les couleurs beaucoup plus que l'on remarque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque dans l'atmosphère, sur la partie nord ici, sur la partie sud, nous avons des aurores ici, boréales, et des aurores australes, qui nous viennent du champ magnétique de notre planète Jupiter. Regardez si c'est fantastique. Les télescopes spatiaux sont tellement fantastiques. Maintenant, James Webb, c'est pour regarder les étoiles et l'univers très très loin, mais on peut bien sûr, puisque James Webb est plus près de la Terre, on peut regarder lorsque Jupiter nous donne comme un peu, nous réfléchit le Soleil, ça nous permet de pouvoir voir des choses fantastiques. Donc, vraiment, c'est une de mes photos préférées. Maintenant, Jupiter, chose intéressante, c'est qu'il y a 4 lunes qui sont à considérer. Alors voilà, voyons voir si on peut trouver les 4 noms. Il y a, voyons voir, Ganymède, qui est la plus grande des lunes ici. On a Callisto. Voilà, Callisto ici est la deuxième. Et si je me rappelle bien, il n'y a pas d'atmosphère sur ni un ni l'autre. On peut voir les impacts ici. Nous avons ici Io. Io, chose intéressante, il y a du volcanisme sur cette lune. Donc, il y a ici un manteau qui nous donne du magma possible. On a déjà vu des éjectats avec les sondes. On a Europa ici qui est intéressante parce que Europa est une planète qui est recouverte de glace. Et donc, il y a certaines choses intéressantes. Beaucoup de scientifiques sont intéressés parce qu'ils se disent, si c'est couvert de glace,
est-ce qu'il peut y avoir des océans sous cette croûte de glace et avoir de la vie? Les difficultés ici, c'est que premièrement, lorsqu'on parle de glace, ce n'est pas nécessairement de la glace qui est seulement faite avec de l'eau. Ça peut être bien sûr des gaz comme l'azote, le dioxyde de carbone qui peuvent être solidifiés à cause de la température. Maintenant, il se peut qu'il y ait de l'eau dans les océans et la question c'est, est-ce qu'on peut aller voir? La difficulté, c'est que si on était pour envoyer un engin spatial pour arriver à la surface, puis faire un trou pour aller vérifier sous la couche de glace pour voir s'il y a de la vie, il y a de l'eau. La difficulté, c'est qu'on ne veut pas non plus contaminer la possibilité de, s'il y a des organismes vivants, de contaminer ceux-ci et créer un problème. Donc, oui, on aimerait aller vérifier, mais il faut s'assurer de cette idée qu'on veut stériliser peu importe qu'est-ce que nous allons envoyer là. Et puisque c'est loin, on a besoin d'argent, on a besoin d'énergie, et bien sûr, l'énergie solaire ne peut pas vraiment être bien utilisée. À ce moment-là, ça prendrait de l'énergie peut-être nucléaire, et bien sûr, ça cause ces problèmes, mais on a aussi besoin d'une grande quantité d'énergie si on veut faire fondre cette couche de glace pour descendre en profondeur. Toutes sortes de questions qui peut-être seront répondues avec les années à venir. Mais on peut voir ici la grosseur de ces lunes par rapport à la tâche qui est ici. Voyons voir. Ah tiens, oui, c'est vrai. Alors ici, une chose que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est une affiche. Ça vient de la NASA, bien sûr. Donc si nous avons notre Terre ici, pour échelle, nous avons notre Lune ici. Si on regarde les 4 lunes de Jupiter, ils sont plus ou moins grandes comme notre Lune, ou même plus grandes. La raison pour cela, c'est qu'on se retrouve avec une grande planète, Jupiter, donc beaucoup plus de gravité pour pouvoir attirer ces objets célestes ici. Donc, il se peut que ce soit des objets célestes qui étaient peut-être plus libres, mais la gravité de Jupiter a conservé cela. Vous vous rappelez tout à l'heure, je mentionnais que la ceinture d'astéroïdes aurait peut-être été une protoplanète, possiblement, mais à cause de la gravité, il y aurait eu des difficultés. C'est un peu la même chose. Et ceux-ci sont sphériques dû à la quantité de matière possible. Alors ici, nous avons d'autres lunes ici avec Titan. Ça, c'est les lunes qui nous viennent de Saturne. Et donc, allons voir Saturne pour l'instant. Donc, Saturne est très reconnu comme étant la planète avec les anneaux qui sont tout autour ici. Alors, il se peut que Jupiter, on n'a pas vu d'anneaux. Par contre, à cause de la gravité, ces anneaux et ces particules ici finissent par atterrir sur la surface. Donc, avec Jupiter, il y a assez de rotation pour nous montrer, regardez, c'est fantastique, les particules ici qui sont autour de Saturne. Je lisais un article de recherche qui nous mentionnait que si on leur donne quelques centaines de millions d'années, les chances sont que ces débris ici vont être attirés par Saturne et les anneaux vont finir par disparaître ou avoir seulement certaines petites bandes. Donc, il y a toujours de l'évolution ici. Voyons voir si on peut regarder d'autres photos intéressantes. Alors, voyons voir. C'est bon. Donc ici, on a un peu une structure atmosphérique pour regarder qu'il y a des différences ici. Composition de Saturne et de Jupiter sont très semblables avec l'hélium ainsi que l'hydrogène. Il y a sûrement de l'azote, bien sûr, méthane et autres composés qui sont utiles. Et on peut voir ici quelques petites lunes qui sont possibles d'être vues aussi. J'ai quelques autres photos qui sont intéressantes. Ça ici, c'est une photo qui vient de Hubble. Alors, on peut voir qu'ici, il y a aussi un champ magnétique avec Saturne et qu'on a les aurores ici boréales sur les dessus aussi, qui nous permet de pouvoir voir ceci. Je me rappelle, il y a plusieurs années, bon, il y a peut-être 20 ans, j'étais à Mississauga et il y avait un club d'astronomes et on peut voir ici Saturne à l'aide d'un télescope. Le télescope était peut-être, je ne sais pas, 30 cm de diamètre et je pouvais voir qu'il y avait une boule et une partie de cerceau. Fantastique. Donc, si vous êtes intéressé, c'est une planète qu'on peut voir à partir de la Terre. Et ça, ce sont les points ici. Je ne sais pas si j'ai une autre photo que j'avais pour vous. Ah, voilà. Ah, voyons voir.
Très bien. Donc ça, c'est ces photos ici, ça, à vrai dire, de James Webb. Beaucoup plus précis. Et ici, nous avons dans le bas, donc on a ici des aurores australes qui sont en bas aussi. Un peu comme nous avons sur la planète Terre. Fantastique, ici, photo. Très bien. Chose intéressante pour Saturne, il y a une lune qui s'appelle Titan. Chose intéressante avec Titan, c'est qu'il y a une atmosphère. Et ça, c'est quelque chose qui a été publié il y a 2 ans. Dans cette atmosphère, on peut voir qu'il y a des nuages qui sont formés. Donc, si je me rappelle bien, l'atmosphère est faite de beaucoup d'azote. Par contre, on a ici, je ne sais pas, non, il n'y a pas les deux ici. Mais moi, je me rappelle que, alors ici, on a le nuage A qui est ici, on a le nuage qui est B ici, mais je me rappelle d'avoir vu quelques photos où les nuages avaient changé de place. Donc, si on regarde ici, nous avons Titan. Donc, Titan est aussi grande que la plus grande lune de Jupiter, et bien sûr, est presque 2 fois le diamètre de notre lune. Donc, assez de gravité pour avoir une petite atmosphère. Donc, ça, c'est excitant pour cela. Est-ce qu'on va aller un jour sur Titan? La grande difficulté, c'est très loin, mais c'est très intéressant de voir comment est-ce que même une lune dans notre système solaire peut avoir une atmosphère. Voyons voir. Alors, à partir de maintenant, nous avons notre prochaine planète qui est Uranus. Donc, Uranus, c'est une de ces planètes gazeuses qui sont glacées. Ils sont tellement loin, on se retrouve avec, souvent on dit que c'est des planètes qui sont de glace, mais qui sont bleues. La raison pour cela, il y a beaucoup de méthane qui absorbe les longueurs d'onde rouges et donc le bleu vient vers nous. Par contre, avec Hubble et James Webb, on a eu des photos qui sont beaucoup plus précises. Donc ça, c'est une photo qui date de l'année passée, si je me rappelle bien. Donc ça vient de 2023. Excellent. Donc voyons voir la résolution. Excellent. Donc regardez cela, c'est fantastique. Donc Uranus, chose intéressante, c'est qu'elle ne fait pas une rotation sur elle-même avec un axe de rotation verticale. Celle-ci a un axe de rotation qui est horizontal. Donc cette planète, c'est comme si elle roulait tout autour de notre Soleil. Et chose intéressante, on peut voir qu'autour d'Uranus ici, il y a des anneaux. C'est une des meilleures photos qu'on a jamais prises autour d'Uranus. On savait qu'il y avait quelques photos, qu'il y avait quelques anneaux. J'avais déjà vu des photos, mais à savoir qu'il y a toute une organisation autour d'Uranus, ça c'est fantastique. Et on peut voir que la surface, ce n'est pas quelque chose qui est simple, mais il y a de l'organisation et des changements de composition des gaz ici autour d'Uranus. Donc, chose fantastique. Regardez si c'est fantastique. Oh, voyons voir si on peut regarder ces anneaux qui sont fantastiques. Maintenant, n'oubliez pas, lorsqu'on parle d'Uranus, on se retrouve, et si on regarde ici, on se retrouve avec des distances qui sont très, très, très loin. Donc, le fait d'avoir des photos comme ça, c'est fantastique. Mais James Webb a des photos fantastiques depuis quelque temps. Après cela, nous avons Neptune. Donc, Neptune, c'est une autre planète gazeuse de glace, pas de glace, mais froide. Voilà. Et puis, on peut voir, on savait qu'il y avait quelques petits détails qui pouvaient être là. Maintenant, j'ai regardé ici la photo de James Webb. Voilà, nous avons Neptune ici. Regardez comme c'est fantastique. On peut voir, est-ce qu'on peut mettre ça plus grand? On ne peut pas mettre ça plus grand. Donc ici, on peut voir la structure, on peut voir, il me semble qu'il y avait une photo plus grande. Voyons voir si je peux. Voilà. On peut voir ici un Neptune beaucoup plus grand. On peut voir les anneaux qui étaient presque impossibles à voir jusqu'à maintenant. Et tout autour, nous pouvons aussi voir des lunes. Donc ici, il y a cette photo. Donc autour de Neptune, nous avons ici plusieurs lunes et on a ici une autre lune qui est Triton, qui est beaucoup plus près de nous et qui nous donne les réflexions. Ici, on peut voir cette caractéristique ici d'étoile. Ça, c'est James Webb avec son regroupement de miroirs, un hexagone, qui nous donne ce type d'image ici. Fantastique. Donc ça, c'est Neptune, bien sûr. Maintenant, regardons voir si je peux retourner sur mon dessin.
On a ici notre système solaire. On est allé ici jusqu'à la dernière géante gazeuse. Maintenant, allons au-delà de Neptune. Il y a plusieurs personnes qui connaissent, ah oui, il y a Pluton. Pluton se retrouve beaucoup plus loin dans une autre ceinture d'astéroïdes qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et dans celle-ci, on appelle les objets célestes des planètes naines. Donc, voyons voir où nous en sommes ici. Voilà. Donc, la première planète naine que nous avons, c'est bien sûr Pluton. Donc, il y a quelques années, nous avons eu une mission qui s'appelait New Horizon, qui est une sonde qui est passée très près de Pluton. Pour nous donner des détails, à vrai dire, on n'avait pas beaucoup d'informations parce que c'était loin, il n'y avait pas de raison de le faire. Donc, on a envoyé cette sonde pour nous donner des infos sur Pluton et il nous a aussi donné des infos sur Charon. Est-ce qu'il y a Charon ici? Non. Intéressant. Donc, si on prend ici notre dessin, nous avons notre Soleil dans le centre, nous avons notre ceinture de Kuiper, et Pluton ici serait en orbite autour du Soleil avec cette ceinture. Donc, l'orbite de Pluton n'est pas exactement sur le plan ici. Donc, c'était une des raisons pourquoi on se demandait si ça devrait être considéré comme une planète. Mais à cause de sa taille, celle-ci est considérée comme une planète naine. Donc, j'ai écouté quelques scientifiques en astronomie et ils se disent que même s'il y avait une planète qui était plus grosse dans la ceinture de Kuiper, les chances sont qu'on ne dira jamais qu'il y aura une 9e planète. On est dans la ceinture ici de Kuiper. On se dit que ça fait partie des objets à l'extérieur de Neptune qui serait la 8e planète de notre système solaire. Voilà. Donc, pour donner quelques exemples, on a ici notre système solaire. Donc, on a ici le Soleil avec les 4 planètes telluriques. On a notre ceinture d'astéroïdes. Nous avons Jupiter. Et après Jupiter, Saturne, Uranus, nous avons ici, dans le centre, des objets qui sont faits de poussière, de roches et de glace, bien sûr. Chose intéressante, on se dit que les comètes qui viennent vers nous viendraient de la ceinture de Kuiper et donc nous donneraient des infos sur la composition de notre système solaire au début de sa formation, qui est excitant. Donc ça ici, c'est notre petite... Alors, on a ici Pluton et voyons voir si je peux montrer. Non, ce n'est pas ça. Voyons voir où c'est. Très bien. Donc, si on prend la ceinture de Kuiper, voyons voir les infos qu'on a. Je vais mettre ça un peu plus grand. Voilà. Donc, nous avons ici notre planète Terre. Nous avons la Lune que nous avons. Et regardons ici. Donc, Pluton est plus petite que notre Lune, mais est assez grande pour avoir sa propre Lune ici. Donc, ça, c'est Pluton et Charon. Mais à l'intérieur de cette ceinture de Kuiper, il y a plein d'autres objets célestes qui sont intéressants. Il y a Eris, qui est la plus grande. Il y a Sedna, Orcus. Donc, bien sûr, on finit toujours par en découvrir de nouvelles parce que ce sont des objets qui sont assez petits et très, très loin. Donc, on n'a pas nécessairement les capacités et les télescopes pour pouvoir bien les documenter. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des objets transneptuniens qui sont intéressants dans notre système solaire. Voyons voir. Et ici, très bien. Donc, on parle ici de de la sonde qui s'appelle New Horizon. Vous pouvez aller vérifier si vous voulez. New Horizon est passé près de Pluton. Alors, on a envoyé cette sonde, je pense, au début des années 2000. Et puis, là, je me rappelle, il disait que la caméra qui nous renvoie des infos a une résolution de 1 mégabit ou mégaoctet pour les photos. Et vous allez dire, oui, mais les photos sont beaucoup mieux maintenant. C'est que lorsqu'on a envoyé cette sonde au début des années 2000, les meilleures caméras optiques, caméras digitales étaient avec 1 mégapixel. Donc, chose intéressante, on a le mieux ici et New Horizon continue son voyage dans la ceinture de Kuiper. Et bien sûr, il y a plein de choses intéressantes à voir. On devrait peut-être faire des vidéos sur les différentes sondes. Ce serait intéressant. Voyons voir quelle est la prochaine chose que je veux mentionner. Ah oui. Maintenant, on a parlé des objets célestes, des ceintures d'astéroïdes et des planètes. Maintenant, la dernière chose que je veux discuter, ce sont les astéroïdes, les comètes et les météores. Maintenant, ici, il y a 3 choses importantes ici, et j'en ferai une autre vidéo une autre fois.
Les astéroïdes ont tendance à être soit des objets qui sont faits de roches et métaux, ou de métaux, qui se promènent soit dans la ceinture d'astéroïdes ou plus loin, qui ne sont pas nécessairement en orbite autour du Soleil. Ils se promènent, quelquefois, c'est comme si on joue à la pétanque ou au billard. Ils se frappent l'un et l'autre, donc les mouvements sont plutôt aléatoires. Et si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur Bennu, qui est une astéroïde dans laquelle on a fait un échantillon il y a quelque temps. Les comètes, chose intéressante, ce sont des objets célestes qui ont tendance à être faits avec de la glace. Et donc ça ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque ceux-ci s'approchent du Soleil, ils vont perdre une quantité de matière, de l'eau, de la glace, des gaz, avant de repartir. Donc les comètes sont fantastiques lorsqu'ils s'approchent de notre Soleil. Ça nous permet d'apprendre beaucoup plus sur ceux-ci. Et si je me rappelle bien, on a déjà fait des échantillons de queues de comètes pour regarder leur composition. Il faudrait que je regarde cela, ça serait peut-être une idée de vidéo intéressante. Et bien sûr, les météores, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets célestes qui ont tendance à être plus petits, et lorsque ceux-ci entrent dans notre atmosphère, ces objets vont finir par brûler. Et c'est comme, on appelle ça quelquefois des étoiles filantes, et donc ce sont des objets qui se désintègrent. S'il arrive que les objets sont plus gros ou sont métalliques et qui se retrouvent sur notre planète, à ce moment-là, on appelle ça des météorites. Mais dans l'espace, nous avons des astéroïdes, des comètes et des météores. Donc ça devient intéressant ici. Et ça, ce sera la fin de cette vidéo sur l'ensemble des objets célestes de notre système solaire. J'espère que vous avez apprécié. Je vais mettre ici un lien à une vidéo sur, voyons voir, les échantillons de Bennu. Tiens, excellente vidéo sur le fait qu'on a des échantillons d'objets de matière extraterrestre de l'astéroïde, et ça, c'est excitant. Alors sur ce, si vous avez des questions supplémentaires, des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage. Je suis ici pour vous aider et on se voit dans la vidéo ici.